Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. On va parler justice ce matin avec notre invité, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince, Maître Carlos Hercule. Maître Hercule, bonjour, bienvenue sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Bonjour Wandela, bonjour aux auditeurs, auditrices de Radio, Télévision Métropole. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour participer à cette émission. Nous sommes bien contents de cette possibilité. Maître Carlos Hercule, vous êtes de ceux qui dénoncent, qui protestent et qui condamnent aussi, et note à l'appui évidemment, cette décision de justice prise en faveur des accusés Rodli Etea et Ronel Nelfort. Pourquoi? En fait, bien avant de répondre à la question, je crois qu'il est important de présenter, je dirais, une note d'appréciation pour le ministre de la Justice, pour la diligence avec laquelle il a posé des actes tendant à envoyer un signal clair aux magistrats debout de la République pour ce qui s'est passé. Je dirais que le barreau de Port-au-Prince a fait une intervention avec un caractère pédagogique et non dénonciatoire. Comme vous l'avez vu dans la note, nous avons des étudiants qui nous regardent, des élèves avocats, des avocats stagiaires et toute la population. On ne veut pas que ces gens prennent pour acquis, pour la norme, pour le droit, ce qui s'est passé le 17 avril 2015 au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Donc, nous évitons de dénoncer, nous évitons de critiquer, mais le barreau ne pouvait pas rester indifférent parce que les étudiants risquent de prendre cette décision comme étant la loi, comme étant la norme. Voilà pourquoi nous avons réagi par cette note. Et vous avez souligné l'intervention ou encore la réaction du ministre de la Justice. D'abord, on sait que le commissaire du gouvernement a été limogé. Même si on parle de mise en disponibilité, bon, donc en Haïti, on sait comment les choses se passent en général. Et il y a aussi une deuxième décision annoncée par le gouvernement, c'est ce recours en cassation. Alors, la question, à cette phase du dossier, la Cour de cassation peut-elle casser cette décision? Oui, la Cour peut casser. La Cour peut aussi maintenir. Parce que lorsque vous portez une question par devant une juridiction, la juridiction doit l'apprécier et décider. La décision peut être acceptable, c'est-à-dire la Cour peut accueillir favorablement, la Cour peut ne pas accueillir. Donc, on ne va pas préjuger. Le recours est possible parce que c'est une décision rendue par un tribunal en ses attributions criminelles et toutes les décisions rendues par le tribunal criminel sont susceptibles de recours en cassation. Donc, le recours est ouvert et si le parquet a exercé le pouvoir en cassation, c'est à bon droit. Maintenant, il reste à attendre la décision de la Cour pour voir exactement comment la Cour va-t-elle apprécier le recours exercé par le commissaire du gouvernement. Nous sommes au niveau du barreau de Port-au-Prince très intéressés. Nous attendons déjà impatiemment cet arrêt. Pour quelle raison? Ce n'est pas pour, je dirais, remettre en question le fond de la décision rendue le 17 avril 2015. C'est pour au moins connaître la position de la Cour de cassation sur pareille question.
C'est-à-dire, ce sera pour nous, avocats, un arrêt en plus. Ce sera pour nous, avocats, un arrêt qui va dire quand il y a ce genre d'attitude, de comportement, voilà la position de la Cour de cassation, maintenant, la jurisprudence. Dites-nous, c'est ça exactement. Dites-nous, Maître Hercule, où est le problème? De quel comportement s'agit-il? Êtes-vous en train de critiquer le juge ou le commissaire du gouvernement d'alors? Qu'est-ce que vous dénoncez? Qui a péché dans cette affaire? Je dirais toutes les instances qui ont une responsabilité dans ce dossier ont péché. Toutes. La police aussi? Et non, je suis à la dernière phase. OK. Je suis à la dernière phase. Pour la police, je ne sais pas, puisque je ne suis pas avocat dans le dossier. Je pars de la signification de l'ordonnance de renvoi. Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de clôture, dans le cas qui préoccupe une ordonnance de renvoi, eh bien, le commissaire du gouvernement qui reçoit l'ordonnance doit l'envoyer ou bien la communiquer, la signifier aux personnes intéressées, aux personnes inculpées. C'est-à-dire les personnes qui ont été par devant le cabinet d'instruction, les personnes contre qui cette ordonnance est rendue. Donc, l'ordonnance doit être portée à la connaissance de ces personnes. Donc, ce qui est arrivé, l'ordonnance a été effectivement portée à la connaissance de ces personnes. Il y en a qui ont réagi en attaquant l'ordonnance par devant la Cour d'appel. C'est la loi de 79 qui permet à ces personnes d'attaquer l'ordonnance. Mais il y en a qui n'ont rien fait. Quand une ordonnance est attaquée, le parquet reçoit l'acte qui attaque l'ordonnance, ce qu'on appelle l'acte d'appel ou bien la déclaration d'appel. Quel que soit le mode choisi pour relever appel, eh bien cet appel doit être porté à la connaissance du commissaire du gouvernement. Mais quand le commissaire reçoit l'acte d'appel, il doit prendre toutes les dispositions pour acheminer le dossier à la Cour d'appel, pour transférer le dossier à la Cour d'appel. Donc, un premier problème, c'est que le dossier, il me semble, est arrivé à la Cour d'appel, est arrivé en première instance, est arrivé au parquet, et le parquet n'a pas donné suite à l'appel. Le parquet a attendu quelques jours pour rédiger l'acte d'accusation en faveur de deux personnes, de 7 ou de 9 qui n'avaient pas relevé appel, qui n'avaient pas interjeté appel contre la décision. Il y a une question justement à ce sujet, Maître Hercule. Lorsqu'il y a plusieurs inculpés dans un dossier pénal et que l'un d'entre eux fait appel à une décision, y a-t-il un texte de loi qui précise que les autres inculpés doivent attendre l'arrêt de la Cour d'appel avant d'être jugés? Est-ce qu'il y a un texte? Non. Qu'est-ce qui vous porte à croire qu'on devait agir autrement? Qu'est-ce qui vous porte à dire qu'on devait agir autrement? D'accord. Comment est-ce que la doctrine voit la question? Et techniquement, comment est-ce que cela se passe? Et c'est là qu'on va arriver justement. Il y a un acte d'appel ou bien une déclaration d'appel. Le commissaire du gouvernement doit prendre toutes les dispositions pour acheminer le dossier, pour transférer le dossier à la Cour d'appel. Étant donné, il y a, par exemple, 5 personnes qui ont accepté la décision du juge d'instruction, qui ont accepté l'ordonnance de renvoi. Il y en a qui n'ont pas accepté. Maintenant, lorsque
un, attaque la décision, c'est-à-dire attaque l'ordonnance, fait appel de l'ordonnance, interjette appel de l'ordonnance, c'est l'ordonnance qui est attaquée. C'est l'ordonnance qui est attaquée. C'est l'ordonnance qui va être examinée par la cour d'appel. Le principe veut, pas le principe, là c'est la loi, dit que l'appel est suspensif. Quand on dit l'appel est suspensif, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que l'instance qui est en marche, cette instance, momentanément, est suspendue. C'est-à-dire, l'effet de l'ordonnance est suspendu à partir de l'acte d'appel. Donc, l'ordonnance ne peut pas être suspendue pour une personne et reste de vigueur pour une autre. Ça n'a pas de sens. L'effet suspensif, l'effet même, c'est sur l'ordonnance et non sur une personne. Parce que la saisine... Est-ce que ce n'est pas une interprétation? Non, ce n'est pas une interprétation. Ce n'est pas une interprétation. Non, puisque vous parlez de sens, il se peut qu'il y ait de la logique dans tout ce que vous dites, mais la loi reste ce qu'elle est. Mais justement, la loi sur l'appel pénal dit que l'appel est suspensif. L'appel est suspensif. L'appel suspend l'ordonnance. L'effet de l'ordonnance qui est suspendu. L'effet de l'ordonnance. Quand on dit l'effet de l'ordonnance, on trouve à travers l'ordonnance toutes les personnes inculpées. Donc l'ordonnance ne va pas être suspendue pour un tel et rester en vie pour les autres ou bien pour d'autres. Alors donc, pour éclairer la lanterne ou la gouverne de nos auditeurs et téléspectateurs, techniquement, en matière criminelle, quand on est mécontent d'une décision, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment doit-on réagir techniquement? Non, là, quand on dit en matière criminelle, c'est assez vaste. Il faut dire à quel niveau qu'on est. Parce que l'affaire criminelle est déterminée à partir de la nature de l'infraction. Donc c'est un crime. Une première manche, c'est que l'affaire est arrivée au parquet, le parquet choisit le cabinet d'instruction. Il y a une instruction qui est ouverte. Maintenant, nous sommes à la phase de la clôture de l'instruction. Une instruction qui est clôturée par une ordonnance de renvoi qui est envoyée au parquet pour son exécution. Maintenant, arrivé au parquet, le parquet met l'ordonnance à la connaissance des personnes concernées et il y en a deux qui ont dit « Nous ne sommes pas d'accord avec l'ordonnance, nous allons demander à une instance supérieure, la cour d'appel, d'examiner pour nous. » À partir de ce moment, c'est l'ordonnance qui doit être acheminée en appel et non quelques personnes parce que la saisine est faite sur les faits et non sur les personnes. Voilà la situation. Maintenant, il n'y a aucun lieu de décantation, de départager les personnes parce qu'elles se trouvent enveloppées dans une seule et même infraction. Il y en a qui ont choisi d'accepter, il y en a d'autres qui ont dit non, nous n'allons pas accepter. Mais les personnes qui ont choisi de comparaître par devant la juridiction de jugement parce qu'elles n'ont pas attaqué l'appel, n'ont pas attaqué l'ordonnance, elles doivent attendre le mot de la cour d'appel. Cela ne veut pas dire pour autant que la cour d'appel va devoir les appeler, mais elles sont obligées d'attendre parce que c'est l'ordonnance qui est attaquée. Il y a une précision à faire. La précision, c'est que ce dont on parle, ou bien certains juristes veulent faire croire, ça va dépendre de la nature de l'ordonnance. Quand il s'agit, par exemple, d'une ordonnance qui intervient, par exemple, sur une demande de mise en liberté provisoire, l'affaire est en cours d'appel, est en instruction, on formule une demande de main levée, le juge d'instruction refuse, eh bien, on peut faire appel. Mais quand on fait appel à ce moment-là, l'instruction continue par devant le juge. Sauf à la cour d'appel d'exercer maintenant l'effet dévolutif pour dire
qu'elle est saisie de tout le dossier. Sinon, le juge d'instruction continue. Seulement dans ce cas, quand il s'agit d'ordonnance de clôture, l'effet suspensif, l'effet concerne toutes les personnes concernées par le dossier. Moi, j'ai dit dans des interviews, il y a lieu à discussion, il y a certaines interprétations, mais techniquement, c'est impossible. D'accord, voyez quelque chose, présentement. Le jugement est réalisé, l'audience a été tenue, une décision est sortie, le parquet exerce le recours, alors qu'il y a un recours, exerce le recours par devant le tribunal criminel, alors il y a un recours suspensif en appel. Il y a une contrariété, justement, de décision. Donc, le magistrat qui agit, le magistrat doit être assez lucide pour apprécier les situations qui sont présentées à lui. Nous avons nous avons parlé aussi de la réaction de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince. Vous êtes le bâtonnier. Alors, un point que j'aurais aimé voir avec vous, Maître Carlos Hercule, est-ce que les avocats des accusés ont commis une faute professionnelle en acceptant de défendre les accusés? On en parlera après la pause. On reviendra aussi sur les autres réactions enregistrées, par exemple celle de la communauté internationale, qui exprime ses inquiétudes à la suite de cette décision de justice. Mais ce sera tout de suite après la pause, Maître Carlos Hercule. Vous suivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince, Maître Carlos Hercule. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony. Merci, Madame, Monsieur, de votre intérêt et de votre patience. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Et aujourd'hui, notre invité, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince. Quelle est la mission du barreau, Maître Hercule? Le barreau a plusieurs missions. Et l'une des missions du barreau, je dirais une mission essentielle, c'est la protection du public. Le barreau a une mission de s'assurer que... Alors, excusez-moi, du public ou de la société? Du public, de la société, de la population. Le barreau a la mission de veiller à l'application des normes en vigueur, des normes établies. Le barreau a un pouvoir général sur ses membres. Le barreau a la mission d'assurer la protection de ses membres. Le barreau a la mission d'exiger de ses membres le respect des règles déontologiques. Une mission semblable à celle du ministère public au tribunal? Il y a aussi une partie, la partie disciplinaire, parce que le barreau fait la police de ses membres. Le barreau veille au comportement de ses membres. Aujourd'hui, à cette phase, est-ce que les avocats qui ont défendu les accusés auraient-ils péché ou encore auraient-ils commis une faute professionnelle? Non. Non. Quelle que soit la personne, quel que soit, je dirais, le caractère bestial, ignoble d'un crime que la personne aurait commis, elle a droit à une défense. Et c'est le rôle de l'avocat d'assurer à toute personne une bonne et valable défense. L'avocat doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une pleine défense à toute personne. À toute personne qui se trouve en situation de prévenu, d'inculpé, d'accusé. Donc, à ce niveau, le barreau n'a rien à reprocher aux avocats. S'il y a quelque chose, je dirais, si les avocats ont péché contre l'éthique, contre la déontologie, on n'est pas au courant. Mais n'empêche, le barreau peut toujours conduire une enquête auprès de ses membres pour savoir et s'il y a quelque chose qui s'est passé et qui n'a pas été porté à sa connaissance.
À votre avis, maître, est-ce que le juge a commis une faute professionnelle? Je ne peux pas répondre à cette question, véritablement. Mais je sais qu'il y a l'article 36 de la loi sur le Conseil supérieur au pouvoir judiciaire qui accorde à ce Conseil un pouvoir d'information. Le Conseil peut toujours se renseigner pour savoir est-ce qu'il y a eu faute professionnelle ou pas de la part des magistrats. Est-ce que la réaction du gouvernement était normale par rapport au chef du parquet? Et je pense, oui. Pourquoi? Parce que le ministère de la Justice est responsable de la discipline des magistrats du parquet. Le ministère de la Justice conduit la politique pénale du gouvernement. Si le ministère de la Justice estime que le parquet s'est comporté contrairement à la politique du gouvernement, à la politique pénale du gouvernement, le ministère de la Justice peut toujours intervenir. Si vous étiez chef du parquet, qu'est-ce que vous auriez fait? Comment vous auriez réagi au moment du déroulement de au tribunal, au moment de ce jugement? Il y a une première chose. Et c'est ce que nous avons dit aussi dans la note. On ne peut pas faire comparaître un inculpé renvoyé devant le tribunal criminel sans le mettre en accusation. Alors qu'il y a eu au moins 5 personnes à ne pas interjeter appel. Le parquet a rédigé l'acte d'accusation en faveur de 2 et a laissé les 3 autres. Il n'y a pas d'explication à ça. Donc là, vous parlez de Maître Kerson Darius, Charles. Je ne parle pas, je ne fais pas de personnalité. J'ai dit le parquet. Le parquet a mis en accusation seulement 2. Alors, ils sont 5 dans la situation. Donc, il n'y a absolument aucune explication technique, juridique à cela. Quand un parquet commet une telle erreur, cela traduit une question de compétence. Tout simplement. C'est une question de compétence. C'est que vous ne savez pas ce que vous faites en tant que magistrat du parquet. Moi, sur cet angle. Est-ce que vous pensez que ça va créer un mauvais précédent ou bien ça va faire jurisprudence, Maître Hercule? Je ne vous suis pas. Ce qui s'est passé dans le cadre de cette décision de justice prise par le juge Bélizaire, est-ce que vous pensez que ça va faire l'objet de jurisprudence? Donc c'est pourquoi justement le barreau de Port-au-Prince a fait sortir ce communiqué. C'est pour que tout le monde puisse savoir que ce qui s'est passé, c'est la négation du droit. C'est la négation du droit. Qu'est-ce qui arrive? Quand vous parlez de négation du droit, Maître Hercule, vous entendez par là qu'on n'est pas du tout dans le droit, ce qui s'est passé. Justement, justement. Lorsque... Et si vos collègues, par exemple, avocats, vous demandent d'avancer, de soutenir cette thèse, que c'était la négation du droit, qu'est-ce que vous leur direz? Eh bien, c'est la réponse. Mais tous les avocats le savent aussi. Tous les avocats le savent. En fait, on ne peut pas décider de juger 2 personnes alors que 5 personnes sont renvoyées par une ordonnance devant le tribunal criminel. On ne peut pas juger 2 et renvoyer les 3 autres en prison. Le seul problème alors que... Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. 5 personnes sont renvoyées par devant. Alors, elles sont plus. Mais il y a 5 qui n'ont pas interjeté appel. 2
ont comparu en instance de jugement, malgré l'exception d'irrégularité de procédure soulevée, on organise quand même le procès. Ça, c'est vraiment atypique. Le juge, dans l'exercice de ses fonctions, doit-il tenir compte, par exemple, des réactions des organismes de défense des droits humains ou encore de l'opinion publique? Non. Le juge est indépendant. Le juge est indépendant. Le juge, quand il intervient juridictionnellement, il n'a que la loi pour boussole. Mais nous disons bien la loi pour boussole. Le juge n'est pas au-dessus de la loi. Quand le juge a dit dans sa décision qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour condamner les accusés. Non. Le juge est libre de dire ça. Et c'est ça tout le problème. Moi, je ne rentre pas dans le fond de la question. Pourquoi? Est-ce que ces deux sont... Non, c'est ce que je vous dis. Est-ce que ces deux sont coupables ou pas? Ça ne m'intéresse pas. Un juge est libre d'examiner et de prendre sa décision. Nous-mêmes, nous intervenons au niveau de la forme. Parce que, écoutez, Wendell, tout ce que rapporte la presse, l'opinion, les organisations des droits de l'homme n'est pas forcément vérité. Est-ce que vous comprenez? N'est pas forcément vérité. Dans le cadre de ce dossier, rien ne dit que ce qui se dit dans la presse, c'est exactement cela. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est au tribunal que tout doit être débattu suivant la forme exigée par la loi. Donc cela dit, il y a des préalables. C'est que le tribunal a péché en ce qui concerne les préalables. Le tribunal a péché sur la question de la compétence. C'est ça. Et comprenez quelque chose. Lorsque la personne est accusée, la personne doit comparaître par devant le doyen. Le doyen fait comparaître la personne, c'est pour s'assurer que la procédure, elle est régulière, elle est complète. Ce qu'on dit en droit, l'affaire est en état de recevoir jugement. Et comment est-ce que ce contrôle est opéré? Le doyen regarde l'ordonnance de renvoi pour identifier les chefs d'inculpation, pour identifier les inculpés. Le doyen regarde l'acte d'accusation pour s'assurer que l'acte d'accusation a été fidèlement, enfin que l'ordonnance a été fidèlement exécutée par l'acte d'accusation. C'est-à-dire, les personnes inculpées sont identifiées dans l'acte d'accusation, donc elles sont mises en accusation, et tous les chefs d'inculpation sont reproduits dans l'acte d'accusation. Si le doyen vérifie qu'il y a une anomalie, qu'il y a une irrégularité, comme 5 personnes sont dans une même situation, 5 personnes sont inculpées, 2 ont comparu, où sont les 3 autres? Où sont les 3 autres? Si les 3 autres ne sont pas présentes au carré du doyen, pour que le doyen puisse leur demander: avez-vous fait choix d'un avocat? Connaissez-vous les motifs de votre accusation? Eh bien non, le doyen doit dire: le dossier n'est pas en état, demande au ministère public d'aller mettre en accusation les 3 autres. Et à ce moment-là, lui-même, il va faire appeler tout le monde ensemble. Donc cela dit, ce dossier ne devrait pas être retenu par le tribunal au point d'aboutir à un procès et à la décision qu'on connaît. Moi, et là, nous nous en tenons à la forme seulement. Le fond ne nous intéresse pas. C'est la forme. Okay. Donc, il n'y a aucune possibilité pour ces 2 personnes, de répondre aux questions du tribunal criminel en absence des 3 autres qui étaient présentes à l'audience,
mais qui ont été retournés au pénitencier national. Il n'y a absolument aucune justification. Vous confirmez que les autres sont retournés au pénitencier national? Mais on était là. OK. Moi, j'étais là parce que il y avait 2 avocats du barreau de Port-au-Prince qui ont été cités comme témoins et qui m'avaient appelé dans la matinée pour me demander de les accompagner. Donc, j'étais présent. Mais après la première décision du magistrat, les 2 avocats m'ont dit, Monsieur le bâtonnier, on n'est pas en confiance, on ne va pas perdre son temps pour témoigner dans ce procès, on se retire. Et à ce moment-là, je suis parti avec eux. Maintenant, l'affaire a pris un tournant international avec la réaction du corps groupe que vous avez peut-être entendu, et lu aussi, je ne sais pas trop. Et vous en diriez quoi? Bon, vous savez, j'allais critiquer. Mais quand j'ai lu, je vois que le corps groupe a repris ce qui s'est passé et a parlé de la décision du ministre de la Justice, etc., a exhorté le CSPJ à prendre ses responsabilités, bien que là où je suis un petit peu, que j'ai un peu de réserve, c'est sur la question de prendre des mesures, même si c'est atténué en disant si nécessaire, etc. Moi, je pense que le corps groupe doit certainement réagir parce qu'ils sont là, ils participent à tout ce que nous faisons, je comprends, mais je pense qu'en tant que diplomate, il faut essayer d'avoir beaucoup plus de réserve, même si le corps groupe n'a pas été vraiment aussi fort que je le pensais. Mais vous savez, le problème dans tout ça, c'est la décision qui a porté le corps groupe à intervenir comme le département d'État l'a fait. Maintenant, il faut vraiment aider les magistrats à avoir de meilleurs comportements pour empêcher... Magistrats debout et assis? Assis pour empêcher au corps groupe, à l'ambassade américaine et à tout étranger d'intervenir dans nos affaires. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes d'avis ou encore vous partagez l'avis de ceux qui pensent que la justice vient de recevoir un coup dur? Est-ce que vous êtes de cet avis? Très dur, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des décisions qui redonnent l'espoir, que ceci n'a pas été toléré, n'a pas été accepté. Et par le biais du ministère de la Justice, le gouvernement a réagi positivement. Le CSPJ doit en faire autant. Il n'est pas trop tard? Et non, quand j'ai dit le CSPJ... Il n'est pas trop tard? Non, 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 je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il ne faut pas voir les 2 personnes qui sont libérées seulement. Il faut voir le dossier dans son ensemble. Il ne faut pas voir les 2 personnes libérées. Même dans le cadre d'un procès normal, les 2 personnes peuvent être libérées. Ça va dépendre de l'état du dossier, ça va dépendre de ce qui va être dit à l'audience, ce qu'on appelle le principe de l'oralité des débats. C'est ça l'important. Mais c'est la forme qui donne problème aujourd'hui. On demande aux magistrats de prendre davantage de précautions et de s'en tenir à la loi. C'est tout simplement ça. Qu'est-ce qui arrive, Rondel? Ce problème n'est pas particulier aux magistrats, c'est-à-dire aux juges, aux commissaires du gouvernement, non. C'est un problème de pays. C'est parce que les magistrats n'ont pas compris qu'ils ont l'obligation de se soumettre aux règles de droits établis. C'est ça tout le problème. C'est parce que ces magistrats pensaient pouvoir faire à leur tête ce que fait le gouvernement très souvent, ce que le Parlement a fait. Il faut savoir que nous vivons dans une société démocratique qui est régie par des lois et quelle que soit la personne, quelle que soit l'autorité, vous avez le devoir de vous soumettre aux règles de droits établis. Ceci ne concerne pas seulement ces magistrats, ceci concerne
la République, toutes les instances de la République. C'est pourquoi, quand on demande au CSPJ d'intervenir, mais c'est dans le respect des normes établies. Je veux dire que nous ne nous attendons pas à ce que le CSPJ, sans entendre les magistrats, ils prennent des décisions. Non. Il y a la loi sur le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, il y a le règlement intérieur qui définissent la procédure de discipline. Il faut que cette procédure soit respectée. On est toujours trop pressé dans ce pays. On doit prendre le temps de faire les choses comme la loi, comme la Constitution l'exige. Et c'est ce que les étudiants doivent retenir. Absolument. Le respect de la loi. Il y a des règles qui gouvernent ce pays. Avant de poser un acte, il faut retourner vers ces textes pour voir exactement qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est recommandé, qu'est-ce qui est prohibé. Le ministère public a peut-être, le parquet a peut-être oublié que ce type de comportement n'est pas permis. Le juge a peut-être oublié que la compétence du tribunal criminel ne lui permettait pas d'agir de cette manière. On doit revenir à la loi, on doit questionner la loi avant de poser quel que soit l'acte. Et ceci est valable pour quelle que soit l'autorité. Du président de la République jusqu'au simple citoyen, c'est-à-dire jusqu'au CASEC, ASEC, etc. Merci, Maître Carlos Cercul. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau de la rubrique Le Point. Pour nous parler d'abord de votre réaction, de nous dire pourquoi vous avez jugé bon de réagir et de faire valoir aussi votre point de vue par rapport à ce dossier. D'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, c'est un dossier qui fait l'objet de discussions et même d'interprétations aussi à certains niveaux. Merci encore une fois d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. C'est à moi de vous remercier, Wandel, pour l'opportunité qui nous a été offerte. Merci encore une fois. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Carlos Cercul, bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince, était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.